Merci beaucoup, Yvan. Merci infiniment. Si je dois, avant d'ouvrir le débat, je prendrai peut-être une minute, pas plus que ça. In the Si je dois, floor, I'll take a minute. ouais, pas besoin de traduire, je pense, hein, parce que ça va nous. Je disais, si je So dois, I was saying that on n'a pas besoin de traduire, je disais. Euh, je dois souligner quatre éléments. La première, c'est que oui, une société qui crée de la richesse est possible. Pour cela, il faudrait consolider le rôle, revoir le rôle des conseils d'administration en we should particulier. review the role of the board of directors. Puis, dans un troisième And point, c'est relever in le a third défi des point, interfaces, donc la to gestion des lift the interfaces entre challenges of the le principal et les agents. Et le troisième élément, ça relève de repenser le système de rémunération, mais comme disait Yvan tout à l'heure, et justement, ce système de rémunération ne devrait pas répondre à la logique et à la philosophie qui est celle des entreprises lucratives traditionnelles. Je pense qu'il a évité de dire l'entreprise privée, mais on parle ici de l'entreprise lucrative traditionnelle. Voilà les quatre éléments qui vont pour recentrer le panel sur le thème et les questions relatives au conseil d'administration. On ouvre le débat, on a quelques minutes devant nous. Les organisateurs nous diront quand il faut s'arrêter. Avant de proposer une synthèse. Je me risque, sauf si M. le ministre voudrait bien prendre la parole en début. Très bien, parfait. Donc, moi, je voulais revenir quand même sur, depuis le début des travaux, on a vu que c'est le conseil d'administration qui est visé en termes de réflexion sur le sujet de la gouvernance à travers les conseils d'administration. Excusez-moi, pouvez-vous vous identifier avant? Mohamed Abd, conseiller juridique, directeur de la direction des affaires juridiques à Sonelgaz, qui est l'entreprise d'électricité de gaz en Algérie. Merci à vous. Merci à vous. Donc depuis cette matinée, on a vu la gouvernance exercée à travers le conseil d'administration, la bonne gouvernance, je dirais. Mais en fait, on parle des administrateurs sans pour autant qu'on aille jusqu'un peu au rôle que doit jouer l'administrateur. On a parlé un peu d'éthique, on a parlé un peu... mais on n'a pas parlé surtout de l'apport que devrait apporter l'administrateur à la performance de la société, dans le sens où il doit contribuer à une performance économique de l'entreprise à partir du moment où cette entreprise pourrait être limitée dans ses choix stratégiques, dans ses décisions, et où l'administrateur pourrait contribuer inexorablement en apportant un peu toute l'aide nécessaire au premier responsable, c'est-à-dire au président directeur général, président du conseil. Donc, l'administrateur, à aucun moment, on a pensé à son évaluation. On évalue bien le PDG à travers son contrat de performance. Mais encore, cette pratique ferait-elle l'unanimité dans les doctrines juridiques? Ou considérera-t-on un peu que le conseil contrôlé par l'Assemblée générale suffirait à arrêter un peu les notations qu'on accorderait, notamment au conseil d'administration représenté par son président. Donc l'administrateur à aucun moment n'est comptable de sa collaboration lors des différentes réunions du conseil. Donc cet administrateur, il est désigné, il est présenté, il exerce une mission qui est définie à travers un peu la loi, c'est le code de commerce, dans les statuts peut-être de la société encore. Mais cet administrateur, on ne lui demandera pas plus. Donc, à mon avis, parmi les points qui ont manqué lors de cette journée, c'est surtout de revoir un peu le rôle de l'administrateur dans la partie performance de la société. Et merci. Merci beaucoup. Est-ce que le professeur Taïb Hafsé ou Luc Bernier
où Yvon souhaiterait prendre la parole pour répondre à la question qu'il pose, ou la remarque, devrais-je dire, la question, remarque posée. Très brièvement, Bachir, si tu me permets, mes collègues vont ajouter. Merci, vous avez tout à fait raison pour votre commentaire-question. Dans ce que je n'ai pas dit de la loi au Québec en 2006, il y a toute une grille d'évaluation du travail des administrateurs et il y a un cahier là-dessus qui a été préparé à l'École nationale d'administration publique. Je ne sais pas si Bachir pourra le faire circuler, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a des membres du conseil d'administration qui voient ça, parce que la rémunération attachée à certains conseils comme un cadeau de leurs amis au pouvoir parfois, croient qu'on a essayé de diminuer ça avec la transformation de la loi. Mais je voudrais aussi dire qu'avec la création des 3 comités, le boulot a augmenté. C'est moins une sinécure que ça a déjà été. Et dans ce sens-là, oui, il faut en avoir une évaluation. Et c'est un des grands rôles là-dessus du président du conseil d'administration de vaquer à évaluer si tous les membres contribuent au conseil d'administration, quelle que soit leur origine. Merci, mon cher Luc. Moi, simplement, pareil, pour faire court et poursuivre ce que disait monsieur Bernier, ça, je pense que c'est une bonne importation des entreprises privées que de penser à évaluer les conseils d'administration. Je crois que ça, en revanche, c'est une bonne manière de s'inspirer, même si pour les entreprises privées, c'est pas parfait, c'est toujours discuté, mais ça, c'est une bonne chose. Peut-être ajouter, Monsieur Bernier, vous me direz si je me trompe, mais l'Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques publie régulièrement des rapports sur les entreprises privées au Québec, et en 2017, si ma mémoire est bonne, ils avaient montré que à peu près 2/3 des grandes entreprises publiques, sociétés d'État, étaient quand même évaluées, avaient un processus d'évaluation, même si tout n'était pas détaillé. En revanche, ce qui était un peu, je me rappelle, un peu alarmant, c'est qu'un tiers n'avait rien. Alors c'est sans doute là où il faut travailler, mais comme quoi l'évaluation fait quand même partie de la réflexion, je crois, des entreprises publiques. Moi, la dernière petite remarque que je voudrais faire là-dessus, pour répondre à la personne qui nous posait la question, la vraie question aussi, c'est quelle performance, c'est l'apport à la performance, mais quelle performance on veut aussi mesurer, parce que ça, je trouve que c'est tout un défi. Quand on a une entreprise publique ou une société d'État, c'est très simple quand on a une entreprise publique, parce qu'on va se cacher derrière les bénéfices ou les dividendes. Je trouve que le défi des entreprises publiques et des sociétés d'État, c'est qu'elles doivent concilier plusieurs missions. Et ça, comment on évalue, comment on construit la grille, je crois il faut aussi réfléchir sur la notion de performance ici. Et on sait que pour les entreprises privées, l'idée de performance évolue de plus en plus aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que pour les entreprises publiques, il y a un mouvement aussi d'évolution et de réflexion sur l'idée de performance, parce que je crois qu'on demande aux entreprises publiques d'être de plus en plus performantes. Mais encore une fois, ça dépend ce qu'on met derrière le mot performant. Mais moi, ça me semble quelque chose d'intéressant, parce que la mission derrière est importante de l'entreprise publique. C'était ma remarque sur cette question. Professeur Hafsé, souhaiterez-vous ajouter un élément de... Votre micro est fermé. Il faut ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, je suis tout à fait en accord avec les réponses qui viennent d'être données. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quelque chose de relativement nouveau. Maintenant, les entreprises elles-mêmes sont en train de découvrir la transparence. Les entreprises privées, j'allais dire, sont en train de découvrir la transparence. Et les conseils d'administration expérimentent aujourd'hui l'évaluation des membres du conseil. Et que de plus en plus, c'est quelque chose qui arrive. Mais bon, il faut quand même prendre ces choses-là avec un grain de sel, parce que le cadre, le contexte dans lequel on est très important. Et ce qui est vrai au Québec, bien entendu, n'est pas vrai en France ou en Europe, et probablement pas vrai en Algérie non plus. Il y a des choses plus urgentes entre-temps. Je souhaiterais ajouter un élément contextualisé par rapport, quand je dis contextualisé par rapport à l'Algérie. En 2016, je crois que le professeur Mohamed Chiboulihoub est présent avec nous, monsieur le ministre, cher ami.
Oui, je le vois, je pense. Il y a eu un guide de la gouvernance des entreprises publiques, et vous me corrigerez bien évidemment, Monsieur Bumiro, un guide que vous avez rédigé avec Madame Yaout Akroun, et je vois dans le guide, hier, je l'ai passé au crible, il y a 2 points, on précise, il y a 2 points bien précis dans ce guide-là qui portent sur la question traitée. Le premier point, c'est celui de la section 2, page 15, sur le principe d'une évaluation de la performance et objectif de la gestion de la performance de l'entreprise publique d'État, et économique plutôt. Et je crois aussi au point 7 de la section 3 sur les dirigeants exécutifs de l'entreprise publique économique. Ce sont des éléments en fait qui sont abordés avec beaucoup de sagesse dans ce document-là et beaucoup de nuances. Le contexte l'oblige pour des raisons que j'évoquerai peut-être pour la synthèse du panel. Voilà, cela étant dit, je passe la parole à l'auditoire s'il y a des questions. Bachir, oui. Oui, Bachir, oui, j'ai demandé la parole. Je voudrais juste faire un commentaire, j'ai pas de questions. Voilà, depuis ce matin, donc nous avons eu des débats très très intéressants sur l'entreprise publique économique en Algérie, puisque c'est le point qui nous intéresse en priorité, mais bien sûr en faisant des benchmarks avec les autres expériences. Et dans l'exposé de Yacout, justement, elle a présenté le cadre juridique, mais en même temps, nous avons dans la salle beaucoup d'administrateurs, beaucoup de PDG, beaucoup de dirigeants d'entreprises publiques, et nous pouvons constater facilement un écart entre le cadre juridique et la pratique réelle des conseils d'administration, ce que les juristes appellent la fiction juridique. En Algérie, quand on dit un conseil d'administration, c'est beaucoup plus une fiction juridique qu'une réalité, par rapport à un certain nombre de problèmes, de considérations, de contexte, bien sûr. Et il me semble, à partir des débats qu'on a eus ce matin et cet après-midi, qu'il y a 2 préalables, justement, pour sortir de cette fiction juridique et rendre les choses effectives. D'abord, une plus grande autonomie de l'entreprise publique. On ne peut pas parler de sa gouvernance si elle reste une annexe de l'administration. Donc là, aujourd'hui, elle a une autonomie, mais pas suffisante pour lui permettre d'agir en toute liberté, surtout lorsqu'elle est commerciale. Donc, une plus grande autonomie de l'entreprise. Il faut, je pense, revoir ça et lui accorder beaucoup plus d'autonomie. Et ensuite, l'indépendance des administrateurs. Là aussi, ce matin, dans l'exposé de Madame Arcoun en particulier, où nous avons des administrateurs qui viennent avec une casquette et qui sont dans le conseil d'administration pour représenter leur administration beaucoup plus que pour jouer le rôle d'administrateur de l'entreprise. Donc, moi, il me semble que ce sont 2 préalables pour améliorer la performance de l'entreprise publique, qui est aujourd'hui indispensable justement pour améliorer sa performance et pour rendre effective le code de commerce qu'on applique à ces entreprises publiques. Parce qu'en Algérie, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement ou c'est heureusement, il n'y a pas un code spécifique aux entreprises publiques économiques, mais on leur applique le code de commerce général. Mais on rencontre des difficultés justement dans cette application. Dans une gouvernance, que ce soit pour l'entreprise publique économique ou pour tout autre organisme, public ou privé, nous avons besoin d'acteurs et non pas d'agents. Acteurs dans le sens de gens capables d'agir, capables de prendre des décisions, d'assumer des responsabilités par rapport à leurs décisions. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas encore au statut de l'acteur dans les conseils d'administration, et ça devrait se faire si on améliore le contexte juridique dont j'ai évoqué tout à l'heure les 2 conditions, plus grande autonomie de l'entreprise et indépendance des administrateurs avec professionnalisation des administrateurs. Et aujourd'hui, on constate, et les dirigeants des entreprises présents dans la salle, certainement ont eu l'expérience quand ils sont confrontés à des problèmes de partenariat avec des entreprises étrangères. Et dans ces partenariats, et si on doit aller vers la rédaction d'un pacte d'actionnaires, on commence à se regarder. L'entreprise publique, le partenaire étranger va lui dire « mais vous êtes une entreprise publique, mais c'est pas vous le décideur. En cas de problème, c'est pas vous. C'est le ministère, c'est le gouvernement. Est-ce que vous êtes réellement le décideur? Je peux signer avec vous. Apportez-moi une lettre ou une garantie supplémentaire parce que la décision vous échappe. »
Ça, c'est des situations qui sont produites réellement. En même temps, l'entreprise publique, quand elle va en partenariat avec, même au niveau local, avec une entreprise privée, on rencontre la même situation, c'est-à-dire que l'entreprise publique voit dans l'entreprise privée une entreprise dont la gouvernance est dans la poche du propriétaire. Ce sont généralement des PME, et on voit que cette entreprise n'a pas suffisamment de visibilité, pas suffisamment structurée, donc on se méfie parce que la gouvernance se résume à la personne du propriétaire de l'entreprise privée. Donc il y a une méfiance. Et comment voulez-vous qu'on avance si on a cette méfiance préalable? En même temps, l'entreprise privée qui veut avoir un PPP, puisque c'est à la mode en ce moment, avec une entreprise publique, voit dans l'entreprise publique aussi un monstre. Ce n'est pas une entreprise, c'est l'État. Et il te dit, moi, je ne vais pas négocier avec l'État. C'est trop fort pour moi, c'est trop puissant. Moi, je veux avoir affaire à une entreprise. Et nous sommes dans cette situation réellement problématique pour les partenariats entre le secteur public et privé. Et c'est pourquoi je conclus par rapport à ça. C'est une idée qui a été discutée par plusieurs intervenants. C'est cette convergence, ou plutôt pas convergence, rapprochement entre gouvernance publique et privée, rapprochement entre les pratiques des entreprises privées, comment on peut les intégrer dans l'entreprise publique et vice-versa. Et je pense que l'expérience des entreprises privées est là en matière de gouvernance, en matière de rôle de conseil d'administration. Et on peut éventuellement rapprocher l'entreprise publique de ces pratiques quand ces pratiques sont conformes à ses objectifs et à son statut assez ambigu, qui peut avoir plusieurs objectifs à la fois de suggestion de services publics et d'autres objectifs de profitabilité, etc., etc. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, professeur Léo. Merci infiniment. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour prendre quelques questions? Les organisateurs nous le diront. Non, Yvan? Allez-y. Oui, si vous me permettez, juste, c'était pour monsieur Béatrice, j'avais une question pour lui, alors je pense que c'est pour tout le panel, mais s'il y avait peut-être un changement ou une réforme à faire, monsieur Bernier, qui vous semblerait prioritaire dans le secteur des entreprises publiques ou des sociétés d'État, notamment celles à vocation commerciale, une chose qui devrait être mise peut-être davantage en avant et importante, en tout cas il faudrait légiférer ou du moins prendre position. Laquelle chose vous semblerait la plus pertinente ou vous viendrait en tête tout de suite? Je me suis posé la question moi-même. Alors je voulais savoir ce que vous en pensiez avec le recul que vous avez. Bon, comme j'ai fait beaucoup de ces travaux avec Taeb, il pourra ajouter. Oui, oui, ça vise, pardon. Hein, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes, mais je me posais la question. Selon moi, le maillon faible dans ce que je décrivais à la fin de mon carré, c'est que l'État ne sait pas ce qu'il veut des sociétés d'État. Alors, je vais prendre le cas que Taeb a le plus travaillé, qui est Hydro-Québec. Hydro-Québec, on dit souvent au Québec, c'est un État dans l'État parce qu'elle est n'est pas gouvernée. Alors, je pense, mais pour être gouverné, il faudrait que l'État ait une idée de ce qu'elle veut sur le plan énergétique de sa société d'État. Alors, je pense qu'il y a une difficulté là-dessus. Et comme le dernier intervenant suggérait, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une clarification de ces rôles-là parce que, et c'est Bachir qui est l'expert sur les PPP, c'est pas moi, là. Moi, je crois qu'il y a une complexification de la mission qui est difficile là-dessus et en même temps, ce n'est pas forcément si problématique. La Caisse de dépôt et placement du Québec a eu ses meilleures années de rentabilité quand elle plaidait sa double mission de développement économique et de rentabilité. Chaque fois qu'un nouveau dirigeant a été nommé pour plaider la rentabilité pure, cette rentabilité baissait. Alors, la complexité de la mission de l'État dans ce sens-là ne pose pas problème, mais il faut que l'État sache ce qu'il veut dans ce sens-là. C'est beaucoup plus rare, malencontreusement, dans les cas que nous avons. Mais j'ai trop pris de temps, je m'excuse. Je vais rajouter un ou deux mots là-dessus. Le problème n'est pas un problème de droit, c'est un problème
à mon avis, d'organisation des activités. Même lorsque, dans la loi, par exemple, on affirme que l'organisation est autonome, ce que Sibel Mihoub disait tout à l'heure, même quand on l'affirme, elle ne l'est pas, parce que les individus sont sensibles aux pressions qui peuvent venir de l'État, et donc à cause de ça, ça remet en cause, si vous voulez, l'autonomie de l'entreprise. Donc les États sont, enfin les États, les gens qui réfléchissent à l'organisation de l'État sont obligés de chercher des formules. Alors par exemple, en France, la privatisation de beaucoup d'entreprises est un mécanisme de, comment dire ça, pour accroître l'autonomie de l'organisation. Par exemple, si vous prenez EDF, est une entreprise qui est supposée être privée. En réalité, moins de 20% des actions sont privées. L'essentiel est l'État. Mais ça introduit une discipline pour l'État qui, en tout cas, lui impose de ne pas intervenir de manière qui est indue et donc donne un peu plus d'autonomie aux entreprises. Et je pense que partout à travers le monde, les États, les gestionnaires sont à la recherche de formules qui permettent d'assurer à la fois l'autonomie, l'intégrité en quelque sorte du management d'un côté, mais aussi la légitimité de l'action gouvernementale, parce que je pense que vous l'avez tous dit à un moment ou à un autre, il est légitime que l'État demande à l'entreprise de respecter un certain nombre de grandes normes, de grandes règles, de grands objectifs, une certaine mission, etc. Merci beaucoup, Luc et Sipayeb. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je propose une petite synthèse de ce que nous avons appris aujourd'hui. De toute manière, moi, je suis là depuis 4 heures du matin. Si je dis des bêtises, mettez-le sur le compte de la fatigue. Écoutez, j'ai écouté ce matin studieusement, en particulier Pierre Bobby, mais aussi tout à l'heure le panel dont j'ai la charge. Je dirais, je retiendrai le mot clé. La gouvernance est très complexe. Elle n'est pas compliquée seulement, elle est très complexe. Si on veut la schématiser, on pourrait éventuellement voir 4 niveaux. Il y a un niveau, celui des valeurs institutionnelles, celui de la rhétorique institutionnelle, celui des valeurs de la société, les valeurs au sens avoir, non, au sens être plutôt, pas avoir. Les valeurs, la croyance de la société, les constantes de la nation, ce sont aussi quelques bribes idéologiques qui ont pris forme et qui ont conduit la décision politique vers tel ou tel choix. Mais tel ou tel choix, ça concerne quoi en particulier? Au niveau des valeurs, un peu plus bas, on a ces structures-là. Devrions-nous créer des agences? Devrions-nous créer des sociétés d'État? Devrions-nous créer des entreprises publiques, lucratives ou non lucratives, à but économique ou à but industriel? Le débat a eu lieu. J'étais encore étudiant en Algérie en 1985 quand on a commencé à parler de l'autonomie. On est en 2021, bientôt 2022, puisqu'on a déjà payé nos impôts. Donc, on est en 2022 fiscalement parlant au Canada. Et puis, l'autonomie se pose encore là. Et on ne réalise pas à quel point cette autonomie de gestion, qui en apparence peut se résumer à des grilles d'évaluation, à quelques mécanismes et quelques lois par-ci, par-là pour nommer, pour destituer des missions. Non, beaucoup plus que ça, puisque on a un 3e niveau, tout ce que Taïeb Afsi tout à l'heure a évoqué comme étant les règles formelles, pas uniquement, et les règles informelles, les 3 règles qu'il a proposées et qui viendraient consolider le schéma global, celui des cycles Hafsi, dont Luc Bernier a parlé tout à l'heure. Donc, on a un niveau, celui des règles, des lois, des règles, mais aussi de la législation qui vient compliquer le fonctionnement des sociétés d'État. Il n'y a pas que ces valeurs-là, ceux du 1er novembre 1954, ou ceux qui se sont sédimentés à partir de 1979, ou ceux qui sont arrivés à partir de 88, ou ceux
qui ont été bafoués ou consolidés durant les années 90 et pas uniquement ceux qui ont complètement changé à partir de 1999. C'est un découpage qui n'est pas historique, c'est un découpage que je fais en fonction des événements et en relation et en rapport avec les entreprises publiques et le schéma que nous sommes faits de ces entreprises-là. Et on arrive à un niveau plus bas, celui plus bas, pas dans la hiérarchie des valeurs, mais en tous les cas de la gouvernance, celui des outils, des instruments, qu'on dit qu'on a transposé de l'entreprise privée, qu'on a hérité de l'entreprise privée ou qu'on a essayé de copier. Luc Berlin nous dit non, allez voir qu'est-ce qui se passe, c'est pire ce qui se passe chez les grandes entreprises privées. Ils n'ont pas à nous faire la leçon. Le bien commun, le service public et l'intérêt général sont par définition des domaines de connaissances, mais des domaines d'action plus complexes. Donc, tout effort de prévision, tout effort de gestion de risque, tout effort d'ambiguïté politique, tout effort d'imprévisibilité des événements ou tout effort même portant sur le paradoxe de la chose publique, les 5 éléments qui habituellement définissent la complexité. Cette complexité dont Pierre Baudry tout à l'heure a parlé avec beaucoup de pédagogie pour nous faire admettre que tout ce qu'on a fait, on doit le refaire en mieux, mais il ne sera jamais parfait. Alors donc, qu'on parle de conseil d'administration aujourd'hui, dans un contexte où on doit, le professeur Blumehub, je pense qu'il sait de quoi il parle, il a assumé des activités professorales, certes, des activités aussi intermédiaires entre l'université et l'exercice du pouvoir public, bien évidemment. Et donc, ce va-et-vient entre les modèles élaborés par-ci, par-là, par des gens savants, et ce que le contexte à la fois économique, politique, sécuritaire, militaire, social, géographique, identitaire, religieux, tout ça, ça marque le contexte, va changer les rôles. Les configurations sont énormes. C'est illimité. Alors, comment trouver la perle rare dans tout ça pour mieux gérer les sociétés d'État, pour qu'elles deviennent à leur tour créatrices de richesse? Rappelez-vous les années 85 avec les déficits abyssales que les entreprises d'État algériennes nous ont légués, à ma génération, à moi. Toutes les Sonalgas, Sonaltrac, la Société nationale des transports routiers, la Société nationale des transports la SNTV, la SNTR, la SNC, et on parlait à l'époque déjà on pensait que l'assainissement financier, ça c'est de la pensée magique, c'est-à-dire la pensée politique, la pensée magique, elle est là. On pensait qu'un assainissement financier va remettre les pendules à l'heure. C'est comme si une grille d'analyse financière, quelque part en bas, va remettre en question ce qui guide le système en haut, c'est-à-dire les valeurs de la société. Alors voilà, nous allons aborder ces questions aujourd'hui et on voit la complexité. On n'a pas réglé le problème des sociétés d'État en Algérie, mais on ne réglera pas le problème des sociétés d'État au Québec, ni au Canada, ni en Australie d'ailleurs. Je viens juste attirer votre attention. Comment que ça se fait? Luc, tu me corrigeras s'il te plaît. Taïebafsi aussi, je pense, il connaît le sujet. Et Yvon peut-être, je dirais ça. Comment que ça se fait une régie au Québec, une régie de l'assurance automobile du Québec, poussiéreuse, il y a à peu près 15 ans, allez, on va dire 20 ans, c'est pas grave, 20 ans de cela, une régie qui cumulait les déficits, transformée en société d'État, aujourd'hui, qui à l'époque était déficitaire, son rôle c'était quoi? C'était un service des mines. Cher ami, en Algérie, vous connaissez bien le service des mines, vous allez immatriculer vos voitures, c'est ça, c'est un service de mines ici. C'était une régie administrative. Et elle gère un côté spécifique québécois, ce qu'on appelle le no-fault, c'est-à-dire quand des gens font un accident, ils sont pris en charge tous les deux, fautifs ou pas fautifs. Et puis les assureurs s'arrangent entre eux pour les dégâts matériels. Comment que ça se fait que cette entreprise-là, sur une base très très simple au départ, tout en haut de la pyramide de la gouvernance, être solidaire. C'est ça la société québécoise. La solidarité. Cette valeur-là n'a pas été réformée. Elle est restée au cœur de tout ce qui se fait. La solidarité d'une petite nation, une grande nation, disait René Lévesque. Et cette société ne voulait pas se départir d'un principe qui guide ou qui va assurer la cohérence à la fois de ses structures, à la fois des règlements et de la législation qui la concernait
et les instruments arrivent avec la même dame, la même présidente, qui à l'époque faisait des déficits. Aujourd'hui, elle est à 130% de capitalisation, alors qu'à l'époque, elle ne pouvait même pas payer puisqu'elle était sous-capitalisée. Elle a perdu beaucoup d'argent à l'époque. Comment que ça se fait qu'on a fait ça? Si ce n'est qu'une question parmi les plus complexes, que Taïb Hafsi a justement souligné, une question d'organisation. On n'a pas à revenir sur les principes fondateurs de l'État algérien. On n'a pas à revenir sur les choix qui soient idéologiques ou autres. On a juste à structurer de manière convenable, légiférer de manière raisonnable, nous disait encore une fois Taïb Hafsi tout à l'heure. Raisonnable, on n'a pas besoin de la grosse artillerie pour tirer sur une mouche. On a besoin d'une législation simple. Et puis, à la fin, essayer d'évaluer de temps en temps, de mesurer, d'apprécier les acquis et d'anticiper l'avenir avec un peu plus. Dans cette quête de performance, il faut qu'on se pose la question, pourquoi devrions-nous agir dans tel sens ou dans tel sens? Et non pas cumuler les modèles importés ou imposés et qui risquent d'être encore plus imposés dans les années à venir. Parce que la marge financière qui constitue une des variables de la souveraineté des décisions politiques, elle est en train de s'éroder. Voilà, chers amis, c'est aussi complexe mais aussi simple qu'on est en train de le concevoir. Merci à vous d'avoir, chers amis, professeur Taïb Hafsi, professeur Luc Bernier, professeur Yvan Tutorion, merci à vous de nous avoir éclairés aujourd'hui. Je remercie pour ma part aussi professeur Pierre Bobby pour l'enseignement de ce matin qui était pédagogique, qui était d'une utilité extraordinaire. Merci à vous, les amis du CNES, de nous avoir associés à cette belle journée d'études. Merci à toi, Bachir, aussi. Merci beaucoup. Oui, merci des échanges, vraiment intéressants. Merci. Et nos chers professeurs du Canada, donc professeur Bachir Mazouz, professeur Taïb Hafsi, professeur Luc Bernier et professeur Ivan et aussi professeur Ahmed Nasri. Donc, pour clôturer, mesdames et messieurs, j'invite encore une fois notre cher expert Nasser Bournal pour faire une conclusion dans 5 minutes, pas plus de 5 minutes, professeur. Hein? Merci. Il n'était pas prévu, hein, tout cela pour moi, hein, et je ne suis pas payé en plus. Hein? Voilà, c'est important la cotisation. Hein? Non, je voulais, disons, quand on m'a demandé, je dis, mais quelle synthèse on peut faire après une journée aussi riche et aussi complexe et dans laquelle j'ai passé en revue pratiquement 35 ans de pratique à la fois qui dépasse très largement le cadre. J'ai pensé, y compris au conseil, au comité exécutif, je sais pas, l'Académie africaine des sciences, le Conseil de développement économique et social de la recherche en Afrique, la manière dont on fonctionnait. C'était des conseils d'administration également. Et donc, je me suis rendu compte qu'on est sur un terrain qui dépasse très largement celui de l'entreprise au sens étroit du terme. Et puis, des choses me sont revenues et je me suis rappelé quand, dans le BABA, lorsqu'on apprend, vous savez, dans les cours de Corporate Governance, on nous apprend qu'il y a 2 choses qui sont importantes pour l'entreprise. C'est la performance et la conformance. La performance, on en a parlé, on en a longuement parlé ce matin. Il faut déterminer les objectifs stratégiques. Il faut que le conseil d'administration s'approprie et approuve la stratégie de gestion du risque, des risques, j'en ai parlé ce matin, parce que c'est très important, dans toutes leurs variétés, je les ai indiquées, et il prend les décisions pour ce qui concerne la relation avec les performances, mais aussi
la protection contre les risques, hein, les mitigating risks, comment on dit en français, La mitigation. pas mitigant. C'est le, oui. Et donc, ça, c'est le côté performance, mais il y a aussi le côté conformance. C'est quoi le côté conformance? C'est s'assurer que le conseil d'administration demeure comptable pour les risques courus et encourus par l'entreprise. Peu importe ce type d'entreprise, de risque qu'il prend, y compris le risque politique ou le risque réputationnel, il appartient au conseil d'administration et aux administrateurs collectivement d'anticiper. Et là, c'est là où il y a peut-être une petite différence. Le conseil d'administration est un collectif. Et il n'y a pas de sanction individuelle contre un administrateur, à moins que ça concerne un dossier particulier. Il y a le conseil d'administration en tant qu'unité organique qui doit être comptable et responsable. Il définit, ça c'est le deuxième aspect de la conformance, il définit les limites à l'appétit aux prises de risque, y compris le risque politique. Mais ça doit être assumé, ça doit être écrit, ça doit être clarifié. Et il supervise la gestion des risques. Peu importe quels sont ces risques, mais il doit les superviser. Et enfin, il doit s'assurer qu'il y a un alignement entre les critères de performance de l'entreprise et les critères relatifs à la gestion des risques. Ça, ce sont ce qu'on a appris, moi, ce que j'ai appris dans le B.A.B.A. de la gestion du risque. Je dois avouer que je ne suis pas certain que chez nous, ça soit la règle. C'est peut-être l'exception, mais même cette exception-là, j'aimerais bien être instruit là-dessus compte tenu du contexte dans lequel on est. Alors, mais ça, ce que je viens de vous dire, c'est pas particulier à l'Algérie. Pour avoir travaillé sur, allez, à la louche, 45, 50 expériences à travers le monde depuis plus de 20 ans, depuis plus de 20 ans quand même, je peux vous dire, et sur la base, rares sont les pays où, je n'en connais pas, où c'est nickel. C'est nickel peut-être avec une entreprise publique, mais c'est pas nickel avec une autre entreprise. Donc, et c'est encore moins nickel avec les entreprises, les grosses entreprises privées qui sont cotées. Et ce qui a été dit tout à l'heure par Boualem à propos de cette société, si je vous disais au niveau d'un certain nombre de multinationales qui ont coulé ou qui sont cassées les dents, quel est le profil des administrateurs, il y a de quoi tomber par terre. Ceux qui n'ont rien à voir ni avec la profession, ni avec le métier, ni avec le boulot, simplement ils ont un capital relationnel qui est important, qu'on ne doit pas négliger et sur lequel ils ont joué. Par contre, la particularité de l'Algérie, par rapport à pas mal d'autres pays, c'est que dans les autres pays, il y a des contre-pouvoirs formels. Chez nous, les contre-pouvoirs sont informels souvent. Et c'est là où le bas blesse. Je crois que l'exercice ailleurs, c'est qu'il y a un marché relativement régulé, relativement transparent, dans lequel il y a des opérateurs qui s'assument. Il y a une bourse. Il y a un parlement qui demande des comptes, comme en Afrique du Sud, par exemple. Chaque année, ils sont obligés d'aller vers le parlement avec un rapport qui est soumis, qui est trituré, examiné, sur la base duquel on donne un quitus ou non, sur la base duquel on va financer ou non. L'affectation du budget de l'État se fait sur cette base-là. Donc, il y a des contre-pouvoirs, il y a peut-être un problème ici, chez nous, travailler sur les contre-pouvoirs. Alors, ça m'amène, si vous voulez, à la fin aux recommandations que l'on peut faire. J'en vois quelques-unes sur le court terme et sur le moyen terme. Sur le court terme, je crois que ça serait dommage que la réflexion engagée aujourd'hui s'arrête en si bon chemin. Il faut que le CNES qui a eu, je ne sais pas si je dois dire l'heureuse initiative ou le risque, parce que c'est un risque qu'il prend, d'avoir engagé les débats, il faudrait qu'il les poursuive. Il faudrait qu'on poursuive cette réflexion-là, à mon avis, dans deux directions. La première sur l'architecture de la gouvernance en Algérie. La relation État-actionnaire, patrimoine, organisation, les différents organes
de décision, il faut qu'on travaille dessus. Il faut qu'on mette à plat, il faut qu'on travaille dessus. Et de ce point de vue-là, on n'a pas toujours besoin de regarder vers les autres. On a besoin de travailler, de faire du travail intramuros. Moi, j'ai découvert, par exemple, que une société nationale, une société particulière, pour ne pas la citer, Saïdal, avait abattu un travail fou en termes de corporate governance qui aurait pu servir d'exemple à d'autres sociétés. C'est passé inaperçu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, de ce côté-là, dans la relation, il y a tout un volet sur lequel on doit travailler sur cette architecture. Deuxième question, et deuxième point, c'est celui de l'expérience. Aller peut-être un peu plus loin, poser les mêmes questions, mais peut-être au niveau des SGP, au niveau du type d'entreprise, voir comment concrètement les choses se passent. Pourquoi? Parce que ça va avoir une incidence directe sur la révision, sur des propositions de révision des textes et des règlements. Je crois que c'est très important. Enfin, troisième proposition, on a beaucoup parlé de la gouvernance d'entreprise, mais on n'a pas parlé de gouvernance économique. Elle était en filigrane. Et je crois qu'il est important que le CNES organise quelque chose sur la relation entre gouvernance économique de ce pays et gouvernance des entreprises. Elles sont intimement et organiquement liées. On ne peut pas traiter de la question de l'efficacité des conseils d'administration. On ne peut pas parler de l'efficacité au niveau de la gouvernance des entreprises si on n'aborde pas la question de la gouvernance économique. Corrige-moi si je suis dans l'erreur. À plus long terme, je crois qu'il y a deux choses qui sont à faire. Si on engage ce processus-là, on devrait pouvoir, à un peu plus long terme, si on le fait de manière sérieuse et immédiate, on devrait être en mesure, d'ici quelques mois peut-être, de faire des propositions concrètes pour des amendements de texte. Et je crois que c'est important. On ne va pas laisser les choses pendantes comme ça. On a besoin de revitaliser notre économie. Bachir insistait sur le fait qu'on est quasiment sur un chemin étroit au plan financier. Les alertes se multiplient. Le dernier émane du Fonds monétaire international il y a quelques jours. Donc, on ne peut plus y échapper. Et je vous assure, il n'y a pas pire situation, je l'ai vécu pour plusieurs pays, où les entreprises se retrouvent complètement démunies dans pareille situation. Elles sont vendues, elles sont plus vendues, elles sont liquidées, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, et on n'a pas le droit. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, avec cette jeunesse bouillonnante, avec ces femmes qui portent ce pays, et j'étais en train de voir le chiffre tout à l'heure, l'Algérie est parmi les pays les plus avancés en termes de taux d'implication des femmes de niveau supérieur dans la gestion quotidienne, pas simplement au niveau de l'Afrique, au niveau MENA, et même dans le bassin méditerranéen. C'est quand même extraordinaire. Il faudrait valoriser ce capital, il faudrait valoriser ce potentiel. Et la deuxième chose, peut-être à plus long terme, mais il faudrait jeter les bases dès à présent, c'est aller vers l'émergence d'un institut qui s'occupe d'un institut de gouvernance dans des entreprises publiques. Je sais qu'il y a eu une tentative il y a quelques années avec CARE pour créer la Hawkama, etc., mais ça ne pouvait pas prendre. Objectivement parlant, le contexte national et le contexte local et le contexte international ne pouvaient pas le permettre. Ce matin, dans mon introduction, j'avais parlé du contexte national et du contexte international. Replacé dans le contexte international, c'est la seule voie salutaire pour le pays pour qu'on n'aille pas complètement à la dérive et à très court terme. Avec ces conclusions, je m'excuse, je suis peut-être un peu pessimiste et à la fois un peu directif sur les propositions. À mon âge, je peux me le permettre puisque je n'ai plus rien à négocier. Merci beaucoup.